Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Enfin, les risques qu'on prend à 22 ans ne sont pas les mêmes qu'on prend à 50. Il est évident qu'on réfléchit différemment. On a des points de réflexion qui sont quand même très différents. Mais effectivement, aussi loin que je m'en souvienne, j'aime prendre des risques. Ça ajoute de l'émotion, ça ajoute de la satisfaction aussi quand le risque qu'on a pris s'avère être payant. L'invité de notre épisode, Bastien Denis, débute et conclut notre conversation par la même formule de la réussite. Travail, ambition et persévérance. Son parcours de jeune coiffeur rémois à son statut actuel ne s'est pas fait d'un seul coup de ciseau. Oui, il a travaillé. Il s'est fixé des objectifs ambitieux et il a persévéré. Et ce n'est pas tout. Il explique qu'il a saisi la chance qui se présentait à lui à plusieurs reprises. Il nous expose les risques qu'il a pris. Devenu chef d'entreprise, il partage avec nous les comportements qu'il met en œuvre pour se constituer une équipe stable et engagée, pour faire prospérer son salon de coiffure dans le temps et avec l'élégance qu'implique la marque qu'il représente. Nous avons parlé de l'élégance des comportements, de l'équilibre du beau, de déformer pour reformer les compétences, de se façonner le regard et de raconter les histoires. Oui, car Bastien est également auteur. Un de ses projets d'écriture est sur le point d'aboutir. Cela faisait 25 ans qu'il y travaillait. Voici un exemple remarquable de persévérance et d'ambition. Celui que ses grands-parents cherchaient enfant, en levant les yeux vers le ciel, se trouve désormais chez Carita, rue de Longchamp, à Paris. Comme dit Bastien, passez au fauteuil et bonne écoute. Bonjour Bastien. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps cet après-midi. Je vais commencer directement par une question. Quel est votre métier ? Je suis coiffeur. Mais pas que, je crois. Mais pas que. Vous pouvez me raconter un peu ? Je suis coiffeur et je suis également auteur. Voilà, j'ai la passion de l'écriture depuis l'adolescence, va-t-on dire. Et je travaille activement au développement de divers projets artistiques. Et coiffeur ? Coiffeur depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui installé dans mon salon rue de Longchamp, salon Carita. Et depuis ouvert cette société depuis 1996. Donc coiffeur mais gestionnaire aussi, c'est ça chez Carita ? Alors coiffeur surtout. Gestionnaire, j'ai la chance d'être associé à quelqu'un dont l'épouse est très bonne gestionnaire. Donc c'est elle qui est en charge de gérer et de faire tout ce que en fait nous n'avons pas le temps, mon associé et moi, de faire. Et donc surtout la gestion administrative. D'accord. Une autre question que je vais poser, c'est sur la réussite, parce que notre podcast s'intéresse à la réussite. Et qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour vous ? Ce que ça veut dire ou ce que ça évoque ? Les deux. Ce que ça évoque, c'est le travail et la persévérance. Voilà, ça évoque ça surtout. Après, la chance de saisir des moments clés ou des rencontres essentielles, de savoir les appréhender au bon moment. Parce que je pars du principe, je fais partie de ceux qui pensent que la chance, elle passe pour tout le monde. Que malheureusement tout le monde ne le voit pas. En tout cas, moi, je considère que j'ai réussi à la saisir quand elle passait. Voilà. Donc, très jeune, j'avais l'ambition de ne pas être un coiffeur comme les autres, j'ai envie de dire. Je le suis, mais de travailler, j'avais très envie de travailler avec une très belle clientèle et dans des jolis quartiers, d'être un peu...
dans ce type d'environnement. Et puis la chance est passée et je l'ai saisie, j'ai pris beaucoup de risques et ça a fonctionné. Voilà, donc ça c'est pour moi la réussite évoque ceci. Elle évoque aussi, voilà, comme je disais, la prise de risque. Qu'est-ce que vous avez pris comme risque pour réussir ? Alors, j'ai pris des risques à différents niveaux. D'abord, j'étais installé, j'avais 22 ans, j'étais confortablement installé dans un poste de coiffeur en province, à Reims, qui est ma région d'origine. Et puis est passée cette chance, cette occasion où quelqu'un m'a parlé de Carita. Et moi, Carita, ça évoquait le luxe, ça évoquait ce dont je rêvais, ce vers quoi je tentais d'aller, mais que je n'avais pas encore fait la démarche, pour laquelle je n'avais pas encore fait la démarche. On m'a parlé de Carita, j'ai pas réfléchi, je suis parti à Paris pour passer un entretien. Et on m'a accordé cet entretien, un essai très court d'une journée, à l'issue duquel on m'a confirmé qu'on pouvait me proposer un contrat de 6 mois. Il faut voir qu'à l'époque, moi j'étais, comme je vous disais, installé, coiffeur, en couple, dans un appartement. J'avais ma vie de province très bien organisée. Et en fait, j'ai tout quitté pour partir sur un contrat de 6 mois chez Carita en me disant, de toute façon, on verra. Et le choix a été payant parce qu'à partir de là, je me suis donné un objectif, c'était de convaincre mes employeurs que le contrat ne devait pas s'arrêter à 6 mois, mais devait se transformer en une durée indéterminée. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai pris le risque de tout abandonner, de perdre mon emploi, parce que je savais qu'en quittant cet emploi, je ne le retrouverais pas à mon retour si ça ne se passait pas bien à Paris. Donc on va dire qu'à 22 ans, c'est un risque que je pouvais prendre. C'était aussi de quitter ma vie organisée, voilà. C'était de me dire que à 22 ans, c'était le moment de le faire, que j'aurais peut-être pas cette occasion de le faire souvent, et que si ça se présentait à moi, c'est que c'était un signe et que je l'ai appréhendé comme ça. Voilà. Après, sont des risques, c'est plus des risques. On passe d'un risque à un choix de vie. Puisque à partir du moment où j'ai eu ce contrat à durée indéterminée, comme je venais de vous dire, je me suis mis un objectif. L'objectif, c'était 10 ans. J'entrais dans une structure, il y avait 140 personnes. C'était un très très gros salon qui était rue du Faubourg Saint-Honoré à l'époque, où tout était très hiérarchisé. Il y avait des paliers à franchir, des étapes. Moi, je commençais tout en bas de l'échelle, et c'était bien normal. Et je m'étais donné 10 ans pour accéder tout en haut. Donc j'ai mis de côté toute ma vie privée, ou presque. J'ai eu le temps de me marier, de faire des enfants, mais j'ai mis de côté mes amis, mes passions, mes envies, tout ce qui pouvait me détourner quelque part de mon chemin, de mon objectif. Voilà. Donc là, on est dans le choix. Le risque, c'est d'être parti et de tout perdre. Le choix, c'est de dire, voilà, maintenant... Et du travail, j'imagine, parce que pour convaincre vos employeurs que vous deviez monter l'échelle, il fallait leur prouver à chaque étape quelque chose de nouveau ? Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, je devais effectivement les convaincre qu'ils avaient fait le bon choix et que j'étais la personne qu'il leur fallait. Alors, c'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais il faut remettre dans le contexte de 1990. Où j'entre dans un temple, un mythe, chez Carita, et où tout le monde veut ma place. Alors, j'ai pas joué des coudes, j'ai eu la chance qu'on me laisse cette chance, j'ai eu l'opportunité qu'on me laisse cette chance, qu'on me fasse confiance. À partir de là, je prenais la place de personne, mais par contre, j'étais décidé à garder la mienne. Et donc, la meilleure façon de la garder n'était pas de jouer des coudes, mais de prouver de quoi j'étais capable. Donc, pour prouver cela, il fallait que je fasse des sacrifices, il fallait que je fasse ce choix dont je vous ai parlé précédemment. Et je l'ai fait, et j'ai prouvé à mes employeurs et à mon maître formateur de l'époque qu'il ne s'était pas trompé en me choisissant. Vous aviez annoncé votre ambition de un jour être en haut de la boîte, de la société ? Non, j'ai pas. Ça, c'était une ambition personnelle parce que j'ai besoin de fonctionner avec des objectifs. C'était très stimulant pour moi. Je ne me laisse pas porter par les choses.
On peut se laisser porter par certains moments, mais dans le travail, j'ai toujours considéré qu'il fallait provoquer les choses, il fallait les décider, les organiser, et d'avoir comme ça un objectif me permettait, dans les moments les plus difficiles, et il y en a eu, de me dire, allez, tu es dans ton objectif, tu es sur le chemin, et ton chemin, il va passer par des moments très très difficiles. Continue. Mais je ne l'ai pas annoncé parce que en fait, à l'époque, je ne voyais pas pourquoi je l'annoncerais. Ça ne m'apportait rien de l'annoncer. Je pense que juste ma motivation et le fait de montrer ma détermination était en lui-même une preuve d'ambition. Voilà. Dans notre podcast, on pose toujours la même question à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous raconter un succès professionnel dont vous êtes fier ? Alors un succès professionnel, ça peut être très court, ça peut être un instant, ça peut être l'aboutissement d'un énorme projet. Dans la coiffure. Professionnel, donc dans votre vie professionnelle. Oh. Alors c'est difficile, comme j'en ai deux, c'est difficile. J'ai envie de rester sur la coiffure, pour l'instant. Dans la coiffure, un succès professionnel, je vais vous dire très simplement l'ouverture de ma maison de beauté Carita. Je vous disais précédemment que je m'étais donné un objectif de 10 ans. Il se trouve que j'ai pas eu le temps de tenir cet objectif, puisque au bout de 6 ans, les portes de la maison de beauté rue du Faubourg Saint-Honoré a fermé. Il y a eu un dépôt de bilan de la part de la maison mère, qui a décidé de fermer l'antenne Carita rue du Faubourg Saint-Honoré pour se réinventer une nouvelle image. Et en fait, avec mon associé d'aujourd'hui, qui était à l'époque mon collègue, on a réfléchi, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va travailler chez quelqu'un d'autre et tout ce qu'on sait faire, on l'apporte à quelqu'un? Ou est-ce que là encore, on prend un risque, celui de monter notre maison, Carita, de faire un deal avec Carita, de leur proposer d'ouvrir une antenne Carita dans le Triangle d'Or, parce que le Faubourg n'étant pas dans le Triangle d'Or même, on proposait d'amener Carita dans le Triangle d'Or de Paris. Ça a été accepté à l'époque par le PDG de l'époque, qui nous a fait confiance, on a relevé les manches, on a énormément travaillé, et comme je vous le disais au début de cette interview, c'était en février 96, et nous sommes aujourd'hui en novembre 2019. Donc effectivement, d'avoir su s'inventer patron, chef d'entreprise, sans jamais y avoir été préparé, parce que moi c'était pas mon but. Mon but c'était de devenir maître coiffeur chez Carita. Je vous parlais tout à l'heure d'étapes. Il y avait l'étape de maître coiffeur. Mon but c'était d'être maître coiffeur au bout de 10 ans. Au bout de 6 ans, 7 ans, je suis devenu chef d'entreprise. Et en fait, c'est là ma vraie satisfaction. Je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec mon associé Antonio et ami de longue date. Et on a, je pense, fait preuve de beaucoup de persévérance, d'honnêteté, de travail, de rigueur. Et voilà, ma plus grande fierté, je dirais, c'est que nous sommes encore là 23 ans plus tard, bientôt 24, et que nous continuons de former une jeune génération, comme nous l'avons toujours fait depuis le début, parce que notre souhait est de transmettre. Cette prise de risque, est-ce que vous l'avez toujours eu en vous? Est-ce que quand vous étiez même petit, c'est quelque chose que vous exerciez un peu au quotidien? Alors j'adore que vous me posiez cette question. Parce qu'en fait, en me la posant, je m'aperçois que oui. Et je ne me l'étais jamais posé avant. Oui, parce que d'aussi loin que je m'en souvienne, petit, je prenais les risques de grimper partout. Je ne sais pas pourquoi, je ne les explique pas. Mes grands-parents qui m'ont élevé une grande partie de mon enfance, lorsqu'ils me cherchaient, ils me cherchaient en levant les yeux au ciel. Parce que c'était beaucoup plus facile de me trouver en hauteur que sur le sol. Donc oui, je pense que j'ai pris ces risques enfant. Après, comment ça s'est traduit dans mon métier, dans ma vie professionnelle? Oui, j'ai pris des risques. Je crois qu'effectivement, j'ai toujours pris des risques. J'ai un tempérament, je pense, qui est celui-ci. J'analyse quand même, évidemment. On ne prend pas des risques... Enfin, les risques qu'on prend à 22 ans, comme je vous parlais tout à l'heure, ne sont pas les mêmes qu'on prend à 50. Il est évident qu'on réfléchit différemment. On a des points de réflexion qui sont quand même très différents. Mais effectivement, aussi loin que je m'en souvienne, j'aime prendre des risques.
Ça ajoute de l'émotion, ça ajoute de la satisfaction aussi quand le risque qu'on a pris s'avère être payant. Les personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui, est-ce que vous appréciez qu'elles prennent des risques ? Est-ce que vous en avez conscience qu'elles peuvent aussi avoir l'ambition comme vous ? Voilà, comment est-ce que vous gérez ça en fait chez les autres ? Alors, comment je gère ça ? Dans mon équipe, je vais dire avec mon équipe. Oui, depuis 24 ans, on a pris des risques. Lorsqu'on forme, on transmet, on prend le risque que les gens partent avec. Il y a deux manières de voir ça. Il y a la manière, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide va vous dire, c'est pas normal, j'investis du temps, et au bout du compte, on me quitte. Mais je suis pas comme ça. On investit, et puis mon associé non plus. On investit du temps, on forme des gens depuis longtemps. On a la chance d'avoir une équipe très très stable. Comme on est très proche de l'équipe, la chance qu'on a, c'est qu'en étant très proche d'eux, ils ont conscience que les risques que nous avons pris très jeunes n'ont pas été sans conséquences. Et que ces conséquences, ils les connaissent. Et que sans doute, ça fait partie de leur réflexion et des raisons pour lesquelles ils ne partent pas. Parce que d'abord, ils sont bien, ils sont considérés, et qu'ils connaissent les risques et les conséquences de ces risques. En revanche, on aime qu'ils prennent des risques chez nous. On les encourage. Faut sortir de sa zone de confort. On ne peut pas toujours vivre une vie en zone de confort, comme je vous parlais au début de l'entretien également, où j'aurais pu rester à Reims et dans ma zone de confort. J'ai pris ce risque à l'époque, comme j'en ai pris d'autres après. Je les encourage à prendre ces risques dans leur travail. Non pas à faire n'importe quoi avec leur clientèle, mais à oser des choses, à s'inspirer de choses et à essayer de reproduire et de pousser des limites, certaines limites, tant que ça reste, j'ai envie de dire, rattrapable. Évidemment, ce risque, il est mesuré. On ne fait pas n'importe quoi sur la tête des gens, surtout pas. Il s'agit de se dire de quelle manière je peux aborder un problème de manière différente de d'habitude. Et en voyant les choses de cette manière-là, on s'aperçoit qu'on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas imaginé. Donc oui, je les encourage à prendre des risques parce que pour moi, le risque n'est pas seulement de partir de chez Carita pour aller ouvrir sa boutique ou s'installer ailleurs. Il est aussi de prendre des risques avec soi-même et avec sa clientèle. Vous avez un exemple d'une personne, un de vos collaborateurs qui est sorti de sa zone de confort et qui a fait quelque chose de merveilleux, qui vous a étonné peut-être ? Alors, je vais vous dire, comme je vous disais, on a une jeune équipe qu'on forme maintenant depuis très longtemps. En fait, ils sortent régulièrement de leur zone de confort parce qu'on les encourage à ça. Parce que aussi, on les met pas dans un cadre. On leur dit, le seul cadre qu'on leur donne, c'est il faut que ça soit joli. Et évidemment, il faut que la cliente soit contente. Après, le chemin pour arriver à ça, c'est vous qui le décidez. Nous, on vous dit, voilà, Carita, c'est un état d'esprit, c'est un cahier des charges d'un joli résultat. Mais attention, à l'intérieur de ce cadre, le chemin, vous le choisissez. Donc, ils nous étonnent régulièrement. Parce qu'ils se remettent en question régulièrement, parce qu'on les encourage à ça. Parce que parfois, on en parle avec eux, même pas parfois, même souvent, on en parle avec eux. Ils sont pas pas complètement satisfaits d'un résultat pour un risque qu'ils ont pris. Ce résultat est très bien. Mais ils sont convaincus à l'issue que, en prenant un autre chemin, ils auraient réussi. Mais rien que déjà ça nous donne satisfaction. Ça veut dire qu'ils réfléchissent à cela et ils se disent, la prochaine fois, je prendrai les risques de faire autre chose. Donc, en cela, ils nous surprennent régulièrement. Qu'est-ce que vous cherchez chez les personnes que vous recrutez dans votre équipe ? C'est quoi les traits de caractère ou les compétences qu'elles doivent absolument avoir pour travailler avec vous ? Alors, pour travailler avec moi et mon associé au sein d'une marque, il ne faut pas oublier qu'on travaille vraiment au sein d'une marque prestigieuse qui existe depuis bientôt 80 ans. Dans le désordre. Du sérieux. Du sérieux, sans se prendre au sérieux, déjà. De la persévérance, de l'élégance, mais de l'élégance pas seulement dans son travail, c'est dans son comportement. On a une clientèle prestigieuse et qu'on a envie de choyer. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude qui n'est pas en rapport avec cette clientèle et avec ce nom, Carita. Donc voilà, du sérieux sans se prendre au sérieux, de la persévérance, de l'élégance,
de la remise en question. Et surtout, une chose, d'accepter que nous leur fassions des remarques et qu'ils entendent toujours qu'elles n'ont qu'un seul but, c'est de les faire progresser. Et pas de les... Il y a pas de remarques punitives. L'idée, c'est pas de punir. L'idée, c'est d'aider les gens à progresser. Et que lorsqu'on leur fait une remarque, c'est toujours quand on reçoit des jeunes au début de leur chemin chez nous, c'est de leur dire, vous savez, ça va être très dur. On est très exigeant, mais on est là, on est avec vous, on est juste. Et lorsque parfois, on vous fera des remarques qui, de votre point de vue, paraîtront injustifiées ou dures, oui, elles le seront, dures. Elles seront généralement pas injustifiées, mais elles seront toujours, prenez-le comme ça, dans un sens de vous faire grandir. Et non pas de vous rabaisser. Comment est-ce que vous les détectez, ces compétences comme la persévérance ou l'élégance de situation, lors d'un entretien? Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que vous les voyez probablement 20 minutes, une demi-heure au début. Et comment est-ce que vous arrivez à vous faire une opinion? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience, c'est le temps. C'est l'avantage, c'est de former des jeunes depuis plus de 20 ans. À un moment, on a des repères comme ça. Déjà, c'est la présentation de la personne. La première chose, c'est la présentation. On est dans un monde d'images, donc on est tous focalisés maintenant sur l'image. Bon, maintenant, c'est le premier contact qu'on a avec les gens, c'est cette image. Donc l'apparence, évidemment, la manière de s'exprimer. Mais ça encore, ça peut s'améliorer. Mais c'est le premier contact qu'on a. Après, en quelques questions clés, on voit la détermination. On peut sentir la détermination chez les gens. Chez les jeunes, en tout cas. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est leur degré de résilience, leur taux de résilience. C'est comment ces jeunes vont pouvoir accepter d'entendre justement pendant ces quelques années de formation chez nous, ce que je vous disais juste précédemment, c'est ces remarques dans un but constructif et pas dans un but punitif. Quel sera leur degré de résilience, ça on ne peut pas l'estimer. Donc ça, on s'en rend compte sur le tas, j'ai envie de dire. Et enfin, de toute façon, à un moment, après un entretien d'embauche de 20-30 minutes, il est évident qu'on passe au fauteuil et on leur laisse s'exprimer sur un modèle qui n'est évidemment pas une cliente, mais quelqu'un de l'équipe qui accepte de jouer le jeu. Et ça, par expérience, en 5 minutes, on sait si quelqu'un possède dans la main nous on appelle ça la main. Il a la main ou il n'a pas la main, qui va faire qu'on va pouvoir dégrossir ça, parce que généralement ils sont jeunes, donc il faut dégrossir. Comme je dis, ils sortent de l'école, je leur dis toujours, notre rôle maintenant, puisqu'on vous a choisi, quand on choisit quelqu'un, c'est maintenant de vous déformer et vous reformer. C'est-à-dire que ce que vous avez appris va vous servir, mais nous, on va l'utiliser autrement. Donc on va vous enlever quelques mauvaises habitudes que vous avez prises depuis 2-3 ans d'école, et puis on va vous reformer, et vous allez comprendre la démarche. Et ils la comprennent généralement, parce qu'on a une équipe de jeunes très fidèles, très stable, qui apparemment s'épanouit, et voilà. Ça veut dire que votre expérience vous permet d'aller voir le potentiel des compétences, le potentiel à venir des compétences, c'est ça? Oui. Alors on peut avoir des surprises, dans les deux sens, mais oui. Oui, on peut assez rapidement, et je pense que c'est pour tous les métiers manuels de la même manière. Je pense qu'on soit boulanger, photographe ou... quoique photographe, ça reste un métier manuel, mais ça se discute. Mais on va dire, pour tout ce qui est forme d'artisanat, je dirais, un artisan compétent avec de l'expérience décèle assez rapidement le potentiel chez un jeune. Est-ce que vous voulez bien me parler de votre autre métier ou votre passion peut-être sur l'écriture? Oui, je vais bien vous en parler. Moi, je suis passionné depuis mon plus jeune âge par les récits. Les beaux récits qui me font voyager. Et j'ai commencé par écrire quelques petits poèmes quand j'étais gamin, évidemment, et je me suis aperçu que lorsque j'écrivais ces poèmes, les gens écoutaient. Donc ça m'amusait beaucoup de leur raconter des histoires, pas de mentir, de raconter des histoires. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire de la musique, donc d'apprendre la guitare pour pouvoir transformer ces poèmes en chansons. Donc j'ai commencé à écrire des chansons, beaucoup de chansons.
Là encore, je me suis aperçu que c'était très intéressant et surtout un outil de séduction massif dans les colonies de vacances, puisque les plus jolies filles entouraient généralement le seul garçon qui avait une guitare. Blague mise à part, c'était un moyen d'expression que j'aimais beaucoup de chanter, et c'est pour ça que j'ai chanté pendant longtemps au sein de groupes, d'associations diverses. Je fais des petits concerts, des choses comme ça, mais en fait, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, j'ai entrepris l'écriture d'un jeu et surtout d'un univers pour ce jeu. Et voilà, donc depuis 25 ou 26 ans, j'écris, j'ai développé cet univers qui sert aujourd'hui à un projet qui était le lancement d'un jeu de société qui sera lancé l'année prochaine. Et vous voyez, je viens de quitter un rendez-vous qui est depuis ce matin, auquel je suis depuis ce matin, et qui est pour imaginer un partenariat avec une très très grande maison d'édition de jeux qui sont très intéressés par ce jeu et qui veulent travailler avec moi. Voilà. Donc vous êtes sur un projet depuis 25 ans, dont la concrétisation arrivera l'année prochaine. Ouais. Wow, quel aboutissement. Je parlais de persévérance. Alors, ça a mis 25 ans parce que j'avais un autre métier à côté. Oui. Donc, j'ai pas pu consacrer 25 ans de mon existence à temps plein pour ce projet. C'est 25 ans sans rien lâcher. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai été convaincu, même il y a plus de 25 ans, parce que je vais vous donner la date, ça a commencé en 1992, l'écriture de ce projet. En fait, depuis 1992, je suis certain, j'ai ça en moi, que cet univers servira un jour à un jeu. J'en suis convaincu. Mais comme tout ce que je fais, j'aime le faire en équipe. J'ai ouvert un salon de coiffure en association. J'aurais pu le faire seul, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime l'idée du partage. J'aime l'idée que dans plusieurs cerveaux, il y a plus d'idées que dans un seul. J'aime l'idée de l'échange, du brainstorming. J'aime l'idée du partage. Et donc, j'étais convaincu depuis 1992 que ce que j'initiais, c'est-à-dire cet univers, allait à un moment trouver des gens qui allaient relayer ça et m'aider dans ce projet. Et j'ai laissé faire la vie en travaillant de mon côté, en développant ça, et ces rencontres se sont faites. Et aujourd'hui, les gens avec lesquels je travaille, c'est un ami connu il y a 30 ans, donc avant que je développe ça, et c'est un ami que je connais depuis 15 ans, et un illustrateur que je connais depuis un peu moins longtemps, mais en l'occurrence, que je connais quand même depuis 5-6 ans. Donc, je savais que ce projet aurait son chemin, et que mon chemin à moi serait de le partager avec des gens. Et voilà. Mais vous l'avez toujours vécu comme un projet un peu long terme, sur le côté, à côté de votre métier de coiffeur. Vous avez jamais imaginé tout d'un coup tout miser sur ce projet-là, y aller à fond? Non, jamais. Jamais. Alors, ça aussi, c'est une question de tempérament. J'ai un métier dans les mains. J'ai la chance d'avoir un métier dans les mains et j'ai un métier que j'aime surtout. C'est la première chose. Et qu'il n'a jamais été question pour moi d'arrêter ce métier. De la même manière, j'ai, depuis plus de 20 ans, créé un salon et je me dois d'avoir un engagement auprès des équipes que je forme, c'est d'être là. Ils savent tous que j'écris, ils savent tous que je développe des choses à côté. J'ai participé à l'écriture d'un scénario d'un film. Ils savent que c'est une de mes passions, ils le respectent, ils le comprennent pour la plupart, je pense. En tout cas, personne ne s'est manifesté autrement qu'avec un encouragement, des encouragements, mais je leur dois ça. C'est-à-dire que ce que je suis aussi grâce à eux. Faut pas oublier ça quand même. C'est vraiment, c'est sincère. Et donc, à ce titre, vis-à-vis de mon équipe et de mon associé, et de mes associés, je me dois d'être là le maximum de temps et de les rassurer sur mon projet qui est de développer et de continuer de développer Carita. Donc, je ne connais pas l'issue de mon projet de jeu, d'écriture. Ce que je sais, c'est que je continuerai d'écrire parce que je pense que c'est quelque chose que j'aime faire depuis tellement longtemps que j'imagine pas m'arrêter un jour. Et que c'était un mode d'expression pour moi qui est assez confortable, l'écriture. Mais ils savent tous que l'idée n'est absolument pas d'arrêter la coiffure. Voilà. Est-ce qu'il y a dans votre passé professionnel des personnes qui vous ont vraiment inspiré par la manière dont elles travaillaient? Inspiré de la manière dont elles travaillaient? Alors, je vais vous dire oui, mais pas dans le bon sens du terme. Paradoxalement, il y a des gens qui m'ont inspiré à faire des choses. C'est-à-dire que
ils m'ont inspiré pour ne pas faire des choses, voilà, plus précisément. C'est-à-dire que je les ai regardés travailler, je les ai regardés fonctionner avec leur clientèle. Et je vous parle de ça il y a très 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 longtemps, quand je suis arrivé chez Carita. J'ai beaucoup observé, parce que c'est dans ma nature. Et je me suis dit, le jour où moi je serai à leur place, parce qu'un jour, mon ambition, c'est d'être coiffeur. Je n'étais que assistant. Et ça, je le ferai pas. Pour telle et telle raison. Je ne veux pas développer les raisons. C'est pas le débat. Mais effectivement, ils m'ont inspiré pour ne pas reproduire ce qu'ils étaient en train de me montrer. Donc ça, c'est la première chose. Après, y a-t-il des gens qui m'ont inspiré autrement ? Oui, artistiquement, évidemment. Artistiquement, à regarder travailler les autres, à les observer, forcément, oui. En fait, quand vous me dites ça, ça résonne aussi sur une chose, c'est que chez Carita, quand avec mes jeunes en tout cas, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, observez, venez, maintenant on vous a choisi, vous êtes dans le salon, on est plusieurs coiffeurs, on est 6 personnes à coiffer, à couper les cheveux. Regardez-les travailler, regardez-nous tous. Ne restez pas derrière moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous regardiez tout le monde travailler. Pourquoi ? Parce que vous allez d'abord voir des manières différentes de travailler, parce que chez Carita, on ne travaille pas d'une manière. On a un esprit, un état d'esprit, mais on n'a pas une manière de couper les cheveux, ni une manière de faire un brushing. On laisse ça aux autres, c'est pas le problème. Mais nous, chez Carita, on travaille tous différemment. Par contre, on a tous cette notion du joli, du résultat, de la satisfaction de la cliente, évidemment. Et donc, quand je vous dis ça, c'est, oui, je dis à mes jeunes, inspirez-vous de tout le monde, et au bout du compte, vous allez sortir votre recette à vous, votre méthode de travail, et ce sera la vôtre. Et celle-là, personne ne l'aura. Donc oui, j'ai fait ça, en fait. Je me suis inspiré de plusieurs personnes que j'ai vues et que j'ai eu la chance de voir travailler, notamment Christophe Carita, qui était le neveu des sœurs Carita et fondateur de la marque. Mais j'ai eu la chance de voir des gens comme ça travailler. J'ai eu la chance d'être l'assistant d'un des directeurs artistiques de chez Carita, tout comme mon associé a été son assistant juste avant moi. Et donc, on a eu la chance de voir ces gens extrêmement doués, travailler. Et donc, forcément, on en a tiré quelque chose, bien sûr. Forcément. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et je me dis que vous avez un métier artistique et qu'en même temps, vous parlez de style, d'élégance, de résultats jolis pour une marque à 80 ans. Je me demande comment vous faites pour faire avancer dans le temps cette notion, parce que l'élégance il y a 80 ans n'est plus la même d'aujourd'hui, de la beauté non plus, j'imagine. Et comment est-ce que vous arrivez à faire évoluer la beauté, l'élégance de Carita dans le temps, et puis de le transmettre aussi aux jeunes, cette notion-là? Qu'est-ce que c'est finalement qu'un joli résultat aujourd'hui chez Carita? Alors vous avez raison, c'est totalement subjectif, un joli résultat. Comment transmettons cette idée du beau ? Déjà, le beau, pour moi, c'est un équilibre. C'est regarder les gens, apprendre à les regarder. Mais les regarder pas seulement leur visage, c'est aller regarder leur silhouette, leur tenue vestimentaire, c'est un tout. Et au bout du compte, respecter cette personnalité ou changer entre guillemets ce style lorsqu'ils sont en demande de changement. Et comment transmettre le beau, c'est d'encourager les jeunes, et malheureusement c'est de plus en plus difficile, à aller au devant des grands créateurs, de tout. C'est de ne jamais hésiter à aller voir une exposition de peinture. C'est de ne jamais hésiter à aller sur des chaînes télé autrement que pour regarder des séries, d'aller voir des collections de haute couture. C'est de regarder des beaux bijoux. En fait, de formater son œil au beau. Parce que dans le beau, il y a un équilibre. Parce qu'on s'aperçoit que tous les créateurs, quels qu'ils soient, sont toujours à la recherche de cela. D'un équilibre, d'une balance de... même quelqu'un qui va oser déformer des choses le fera dans un certain équilibre et avec certains codes. Ce sont des codes de beauté.
il y a des évidences. Et en fait, l'idée, c'est de former nos jeunes, de former leur regard, de les amener vers ces jolies choses, de ne pas accepter la médiocrité comme une arme de destruction massive, de ne pas de sortir de leur zone de confort et de dire ok, on nous dit qu'aujourd'hui la mode c'est ça, c'est très bien, c'est magnifique, mais tout ce qui est très mode se démode très vite, on le sait, puisque aujourd'hui ça va de plus en plus vite. Et donc l'idée, c'est de les façonner petit à petit, de façonner leur regard, sans perdre leur personnalité, évidemment, parce qu'ils en ont chacun une, donc ça, il faut garder sa personnalité, et de leur faire comprendre qu'il faut regarder derrière ce qui a été fait, s'en servir, comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi dans les années 50, 60, 30, 40, 50, qui sont des années d'un raffinement pour moi absolu. Pour moi, les années 50, je suis un fan absolu parce que c'est la perfection de l'équilibre. Après, on a fait des choses très jolies dans les années 70, 80, je suis pas un grand fan, mais voilà, on a fait des choses. Et en fait, si on regarde les créateurs, ils s'inspirent de ces choses-là, de ces jolies choses, de cet équilibre. Et donc, pour transmettre ça à mes jeunes, je les encourage vraiment à aller se cultiver, à aller lire, à aller regarder, à aller écouter ce qu'est le beau, ce qu'est l'élégance, qu'on définit comme l'élégant, et de s'en inspirer pour aller retranscrire ça et en parler, et retranscrire ça dans leur travail. Tout ça reste peut-être des paroles pour vous, mais je vous promets que quand on prend des jeunes, et j'ai eu beaucoup de jeunes depuis des années, qui arrivent un petit peu comme moi, de ma province, avec des certitudes, qu'on peut mélanger certaines choses en trouvant ça élégant. En fait, on s'aperçoit au bout du compte, quand on est dans l'élégance, quand on travaille dans des endroits où on se veut vendeur d'élégance, on s'aperçoit qu'on était en fait à côté. Et en fait, moi, mon regard s'est façonné aussi de la même manière. Parce qu'on m'a encouragé à ça, parce qu'on m'a emmené dans des beaux endroits où justement on traitait l'élégance de cette manière-là, et ça a façonné mon regard, et ça m'a donné l'envie de transmettre ça. Donc vous leur apportez pas une solution, vous leur demandez d'aller la chercher pour eux. Et c'est exactement ça. Vous savez, c'est un peu comme si ils sont dans un couloir, ils ont plusieurs portes. Alors, il y a le trash, il y a l'élégance, il y a le branché, et je leur dis voilà, moi, ma vision de la coiffure et de la beauté, elle est là. Elle est dans l'élégance. Parce que Carita a toujours représenté ça. N'oublions pas que derrière la manière dont moi j'ai été façonné par mes maîtres, ceux qui m'ont appris, on est dans un univers Carita. Et Carita, c'est l'élégance avant toute chose. Donc, c'est un peu ça. Ils sont dans un couloir, ces jeunes, et je leur dis, voilà, il y a différentes portes. Moi, je vous ouvre la porte de l'élégance parce que c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que j'aime, c'est celle dont je suis convaincu que elle ne se démodera jamais. Contrairement au trash, aux branchouilles, à tout ce qu'on veut. C'est super, on a besoin de ça, attention, ça crée du contraste aussi. Peut-être qu'on peut reprocher à l'élégance de ne pas avoir assez de contraste. Effectivement, sauf que l'élégance, elle s'étend dans le temps. Elle est universelle, elle est intemporelle. Et c'est ce qui fait de Carita une marque intemporelle. C'est qu'elle est là depuis 80 ans et qu'elle n'a jamais été démodée. Elle n'a jamais été au summum de la mode, mais elle n'a jamais été démodée. Et donc c'est ça que je transmets à ces jeunes, mais en les encourageant à aller ouvrir de temps en temps la porte du trash, ouvrir de temps en temps, mais eux-mêmes, d'ouvrir la porte du branchouille, de tout ce qu'on voudra, de tout ce que les modes nous amènent chaque décennie. Parce que, évidemment, il faut s'en inspirer aussi. Qu'est-ce que vous donnez comme autre conseil à ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail ? De manière générique sur le marché du travail, de beaucoup donner. Parce que moi, je suis convaincu que quand on donne beaucoup, on reçoit. Donc forcément, à un moment, on reçoit. La condition, c'est qu'effectivement, on soit face à des gens qui sont capables de donner également. Parce que si on ne fait que donner et qu'on ne reçoit jamais, à un moment, on s'en va. Donc de donner, d'y croire. Je parlais de persévérance. De comprendre que on a une génération où on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul mot, le mot clé de cette génération est plaisir. Et bien de comprendre que le travail peut être un plaisir. Et doit être un plaisir.
Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai considéré, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas arrêter ce métier. Parce que je prends du plaisir à le faire. Je prends du plaisir à rencontrer des gens et à créer. Et donc, de faire comprendre à ces jeunes que leur travail va leur apporter du plaisir, de la satisfaction, de l'évolution. Socialement, intellectuellement, spirituellement, culturellement, va leur apporter une évolution. Je ne suis pas certain que ce soit dans les salles de sport ou en passant son temps devant des jeux vidéo qu'on va réussir à avoir tout ça. Sauf si on décide que sa vie professionnelle soit dans le jeu vidéo ou dans une salle de sport. Et là, effectivement, on remplit tous ces griefs. Mais quand on décide d'être coiffeur, et là je reviens au métier de la coiffure, c'est très bien de s'épanouir, d'aller avoir des plaisirs comme moi j'ai le plaisir d'aller dans l'écriture, d'aller dans le sport, d'aller dans le jeu vidéo, d'aller dans la lecture, la peinture, toutes ces choses-là. Mais il faut aussi comprendre que si on ne trouve pas de plaisir dans son travail, on ne donnera pas le meilleur de soi-même. Allez chercher dans votre travail, dans le métier que vous avez choisi, et on va s'arrêter à la coiffure, dans ce métier qu'être coiffeur ou coiffeuse, le plaisir. Et tous les plaisirs que je vous ai cités. Et là, à ce moment-là, il y a un épanouissement. Et donc, s'il y a un épanouissement dans votre métier, il rayonne sur votre vie privée. Et voire même, il vous aide dans votre vie privée. Parce que dans notre vie privée, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc forcément, quand vous avez cette satisfaction de vous épanouir dans votre milieu professionnel et d'y trouver du plaisir, vous y trouvez un réconfort dans les moments où à côté ça va pas bien. Donc c'est le conseil que je peux donner à ces jeunes, et allez chercher du plaisir au maximum dans votre métier, parce qu'il y en a, dans la coiffure en tout cas, il y en a à prendre. Comment est-ce que vous ressourcez? Parce que c'est quand même un métier où vous êtes beaucoup debout, vous travaillez nombreux jours dans la semaine. Comment est-ce que vous prenez un peu de temps pour vous, pour justement trouver le temps d'aller faire une exposition ou écrire? Alors malheureusement, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire, tout ce que je rêve de faire. Effectivement, il faudrait que j'ai, comme plein de gens qui travaillent beaucoup, 2 journées en une. J'en ai déjà 2 en une, mais elles font 24 heures. Mais j'en ai effectivement, c'est une question d'organisation. Donc comment je fais? D'abord, je remercie la nature qui m'a offert une énergie exceptionnelle. Donc j'ai beaucoup d'énergie, je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc après, c'est une question d'organisation. J'ai ma journée coiffure. Je ferme la porte du salon le soir et commence alors pour moi une deuxième journée professionnelle que je gère comme je veux. J'ai une vie privée aussi que je ne veux pas négliger. J'ai une femme, des enfants, alors qui sont grands maintenant, qui ont moins besoin de moi, mais qui sont là quand même dans ma vie, qui représentent une priorité. Maintenant, mon métier de coiffeur me prend 70% de mon temps. Et c'est très bien comme ça aujourd'hui. Le 30% restant, je l'accorde à ma famille et l'écriture. Entendez que écrire pour moi est un plaisir, c'est une source de satisfaction colossale. Et c'est le pendant de ce que je fais dans le métier de coiffeur. J'ai un métier de relations publiques, je suis en contact permanent avec des gens, ça ne me coûte pas, j'adore ça. C'est dans ma nature, j'aime être en contact. Je vous disais tout à l'heure que j'aime faire les choses avec les gens, en association. J'aime fondamentalement le partage, donc l'échange. Maintenant, ce métier, entre guillemets, cette passion de l'écriture, c'est justement, peut-être, ça donne satisfaction à une part de moi-même qui aime être seule, qui apprécie la solitude, la réflexion, l'introspection, et que j'arrive à trouver dans cette écriture cet équilibre que j'aime plus que tout. Et donc, pour moi, c'est juste une question d'organisation. Voilà. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde? C'est difficile de vous dire parce que, en fait, vous avez abordé 2 sujets qui me passionnent. C'est la coiffure et l'écriture. Donc après, il y a plein de sujets on aurait pu parler... Quand on parle de réussite, il y a d'autres évocations qui vous arrivent quand on parle de réussite professionnelle en particulier? Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites, tiens, j'aurais peut-être dû lui parler de ça? Non. Quand on parle de réussite, effectivement, vous auriez
auriez pu me poser la question, quels sont pour vous les symboles de réussite? Et quelques personnages qui sont pour vous des exemples de réussite. Voilà. Effectivement, ça c'est une question que... Et vous voulez y répondre? Vous voulez y répondre? Vous en avez un ou deux? Vous avez qui comme image en tête? Ça m'intéresse. J'ai une réelle et profonde admiration pour un de mes amis, qui est Pierre Hermé, le pâtissier. Son chemin de jeune garçon venant d'Alsace avec un CAP pâtissier en poche et de croire à son destin comme il y a cru, et en plus armé d'une dose de génie qui est pas négligeable. Oui, ça c'est un chemin que j'ai l'honneur, la chance de le connaître, et vraiment, comme je disais, c'est un ami, et j'ai une dose d'admiration colossale pour cet homme. Après, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de gens que je peux admirer. Il y a beaucoup de gens dans le domaine de l'art, dans le domaine globalement artistique, la musique, peinture ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de plus en plus, je prends le temps, quand je vois des gens réussir, d'essayer de regarder quels ont été leurs chemins de vie. Et là, on se rend compte, en grattant un tout petit peu, que y a quand même un point commun, qui est le travail. Le travail, l'ambition, la persévérance. Et en fait, voilà, les clés de la réussite, elles sont là. Au début de l'entretien, vous me posiez les questions. Qu'est-ce que ça symbolise? Eh ben, en regardant les chemins de ces géants, quels qu'ils soient, je ne connais pas un chemin, et peut-être allez-vous m'en apprendre, je ne connais pas un chemin d'une seule personne qui a touché la réussite, qui se soit passé du travail. Je le note. On est d'accord. Voilà. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel? De continuer à prendre autant de plaisir que j'en ai aujourd'hui. Voilà. Mais vraiment. Évidemment, j'ai envie que vous me souhaitiez de réussir mon projet d'écriture, mais pas que. Que je parvienne à continuer de développer ces deux projets qui sont Carita Kléber et mon jeu à côté qui est en très bonne voie. Voilà, de continuer à ce que cet équilibre soit maintenu et d'être aussi épanoui, heureux et dans ma vie, et de continuer comme ça. Parfait, on vous le souhaite. Merci beaucoup Bastien. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.